une nouvelle fois, on va écouter les drogués des LCI. Moi, je dirais plutôt des cocaïnomanes. Bon, sur ce, on est parti pour écouter ce que ces histoires racontent. Pourquoi ? Parce qu'il se passe un événement majeur sur le terrain et on va l'analyser pour vous avec nos invités. Ce serait un énorme revers pour l'armée ukrainienne, déjà en grande difficulté. Les Russes auraient pénétré dans la région de Dnipropetrovsk, une première en 3 ans de guerre. Une grande offensive serait en cours. Regardez, l'armée russe qui est en train de balayer les Ukrainiens, là, les amis. Ça fait plaisir à voir tout ça. Kiev, pour le moment, garde le silence. On n'a pas d'informations de ce côté-là. Donc, Laura Pouget a essayé d'en savoir davantage sur cette offensive. Laura, qui est donc avec nous. Alors, il faut retenir une chose en tête, les amis. Il faut retenir que ces gens-là, c'est des propagandistes pro-ukrainiens. Donc, forcément, il faut faire très attention à ce que ces gens ont à dire. Il faut analyser ça, il faut prendre ça avec des pincettes. Il faut faire votre propre avis. Il ne faut pas écouter ces gens-là. Sait-on au juste de cette offensive russe dans cette oblast, Laura ? C'est un oblast Dnipro, Magali, qui n'était pas occupé pour l'instant par les Russes. Il n'est pas une de ces 4 régions annexées par Moscou en septembre 2022, mais il est frontalier de 2 d'entre elles, Zaporijjia et Donetsk, où se tient l'essentiel des combats. Selon le ministère de la Défense russe, hier, les unités de la 90e division blindée ont atteint la frontière ouest de la République populaire de Donetsk et continuent de mener l'offensive dans la région de Dnipropetrovsk. Côté ukrainien, vous l'avez dit, pas encore de déclaration officielle, ni de l'état-major militaire, ni... Non mais ça c'est drôle ça les amis. Pourquoi vous voulez que les Ukrainiens fassent des commentaires quand il s'agit d'une défaite, quand il s'agit d'une claque monumentale de la part de Moscou? Ils vont jamais le faire. La raison, elle est tout aussi simple que ça. C'est parce que quand c'est les Ukrainiens qui mènent une offensive à l'intérieur, là oui, ils s'empressent de dire ça au monde entier pour que le monde entier puisse voir ce qui s'est passé. Mais bizarrement, quand c'est l'inverse, non, on n'en parle pas. De Volodymyr Zelensky. Difficile de dire pour l'instant précisément jusqu'où ont avancé les Russes. D'après des sources ukrainiennes, des combats auraient lieu non loin de cette localité de Mejova, située à 13 km de la région de Donetsk et à une quarantaine de kilomètres de Pokrovsk. Toute avancée consolidée dans cette région de Dnipro pourrait compliquer encore davantage la défense ukrainienne, car elle constitue une base arrière de Donetsk et du Donbass. Et là où ça se complique aussi, c'est dans le nord de l'Ukraine. Dans la région de Soumy Magali. En mars dernier, les Russes ont... Vous avez vu, ils commencent pour une fois à dire la vérité parce que là, ils n'ont plus le choix en fait. Comme ils n'ont plus le choix, ils sont obligés de dire la vérité maintenant à leurs téléspectateurs. Oh là, les Ukrainiens se font gifler sur le terrain là. Ont profité de leur reconquête de l'oblast de Koursk pour avancer au nord de l'Ukraine en s'introduisant dans cette région. L'armée russe revendique y avoir réalisé des avancées récentes et capturé en peu de temps plusieurs petits villages que vous voyez ici marqués sur ma carte. Fin mai, Volodymyr Zelensky avait déclaré que 50 000 soldats étaient massés dans la zone en vue d'une offensive d'été de plus grande ampleur. L'armée ukrainienne fait donc face à plusieurs fronts menaçants et actifs alors qu'elle peine à regrouper suffisamment d'effectifs et d'armements. Au mois de mai déjà, les Russes ont accéléré leur progression sur le territoire ukrainien. Après avoir ralenti cet hiver, selon les calculs de l'AFP et l'ISW, ils ont pris 507 km² contre 379 en avril et 240 en mars. Les Ukrainiens n'ont regagné aucun territoire sur ce dernier mois. En effet. Ah oui, ça fait plaisir de le rappeler. Il faut le dire. Parce qu'en fait, là, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que les Ukrainiens sur le terrain n'avancent surtout pas. Ok, ça, il faut que vous le mettez dans votre crâne, les gars. Les Ukrainiens sur le terrain n'avancent pas, mais ils essaient de faire des petits exploits pour que les journaux et les gens puissent en parler. Comme ils ont fait l'attaque qu'ils ont emmenée à Crimée et à l'intérieur de la Russie, sur les rails. Donc ça, c'est les seules choses que les Ukrainiens tentent de faire pour pouvoir médiatiser leurs actions. Mais sur le terrain, les amis, ils sont en train de prendre un sacré raclé. Effectivement, les Russes qui continuent leur progression. Merci beaucoup, Laura. L'analyse maintenant du colonel Pierre de Jong. Bonjour. Consultant de géopolitique pour LCI, vice-président de l'Institut Thémis, ancien colonel des troupes de marine. Vincent Crouzet, bonjour. Bonjour, Magali. Expert en renseignement, auteur de Comment vivre dans un monde en guerre aux éditions La Matinière Jeunesse et notre éditorialiste international Magali Barthès. Bonjour Magali. Colonel, vous nous expliquez ce qui est en train de se passer, le conflit sur le sol ukrainien est en train de s'étendre ?
Alors, il n'est pas impensable que ce soit la grande offensive d'été qui était prévue depuis plusieurs mois. Donc, c'est pas impensable qu'aujourd'hui les Russes avancent pour toute une série de raisons. La première, d'abord, c'est que le rapport de force est favorable, leur est favorable, ça c'est indéniable, on le sait depuis maintenant plusieurs mois. Favorable par le nombre de missiles qui sont capables de tirer dans la profondeur, mais également par rapport au nombre d'hommes et d'unités qui ont été entassés sur ce front. Le deuxième point, c'est qu'ils ne commettent pas l'erreur qu'ils ont fait dans Regardez les amis, région de Dnipro, bref, j'arrive pas à dire un nom tellement compliqué les gars. On voit très bien, regardez ici, les soldats russes qui sont en train de traverser une petite rivière là pour avancer. Et les Ukrainiens qui sont les offensives précédentes, ils sont en train de faire marche arrière. C'est incroyable. Et ça a été publié hier soir, hein. Ok. c'est qu'en fait ils sont concentrés. Il n'y a que deux axes, comme toujours, il y a un axe prioritaire, un axe secondaire. Depuis Vercingétorix, c'est comme ça. Donc en fait ils ne font pas l'erreur, et ce qu'ils ont fait au départ, ou que les Ukrainiens ont fait au moment de la contre-offensive, ils ne sont pas dispersés, donc ils sont concentrés. Le troisième point, c'est que les conditions climatiques leur permettent aujourd'hui de foncer dans le tas sans qu'ils soient arrêtés. Donc aujourd'hui, les conditions sont bonnes, tant pour la profondeur que sur le terrain. Deuxième point, c'est que du point de vue politique, c'est très intéressant. Aujourd'hui, ils ont compris que les Américains étaient derrière eux. En tout cas. Regardez. Il est en train de courir le bouffon là. Il est en train de courir, il perd sa culotte là, ça se trouve même il s'est chié dessus. Était plutôt neutre. La meilleure preuve, c'est qu'avant-hier ou hier, Trump a une déclaration extrêmement précise dans le genre ce qui va arriver aux Ukrainiens. C'est quand même oufissime là, parce que si les Russes ils arrivent à prendre la région de Dnipro ici, ce sera fini. Parce qu'il me semble que de l'autre côté, au niveau de Kursk, les Russes vont pénétrer là-bas aussi. Donc, s'ils pénètrent au niveau de Kursk, et qu'ils prennent Dnipro, donc ce qui veut dire que les Ukrainiens ils vont se faire encercler là, les amis. Vous voyez, là au niveau de Kherson, ils avancent là, les Russes, au niveau de Kherson, et là, au niveau de Luhansk, ils avancent là aussi. Et ça sera fini, hein. Les Russes vont encercler Dnipro, et les Ukrainiens n'auront plus le choix que de combattre en reculant. Et ils vont faire demi-tour. Et après, ça va manger toute l'Ukraine derrière. Ils l'ont pas volé, compte tenu des opérations qu'ils ont montées dans la profondeur, sur cette base aérienne à 4000 km, à 2000 km ou à 4000 km plutôt de Kiev. Donc en fait, globalement, ils sont ouverts. Moi, je pensais pas qu'il y aurait une offensive, parce qu'on misait tous sur une espèce de stabilisation quelque part, puisqu'il y avait des négociations qui étaient en cours en Turquie. Bon, il y a des hauts et des bas, bien évidemment, mais comme ça discutait, on échangeait des prisonniers ou pas. Donc là, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on voit bien que les Russes ont décidé de foncer. Est-ce que les Ukrainiens vont être capables de les arrêter ou pas? C'est un drame. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que les Ukrainiens sont sur une espèce de ligne. D'abord, ils sont en bout de potentiel, comme on dit. Ils ont moins de matériel, les Américains sont moins derrière, ils ont moins de renseignements, etc. Pour le moment, ils ont été surpris. Le problème, c'est toujours la même chose. Si les Russes arrivent à percer, on ne pourra pas les arrêter. Puisqu'en fait, les Ukrainiens ont un système qui est assez linéaire et qui n'est pas inscrit dans la profondeur. Donc, ça peut être comme un déversement, je ne sais pas si on peut... Voilà, il a tout dit. Si les Russes percent la défense qui est juste en face là, c'est fini, hein, parce que derrière, il n'y a plus de défense en fait. Ils sont indépendants derrière. Ils ont juste consolidé leur tranchée, leur première parade là. Une fois que ça sera pété par les Russes, c'est fini. On avance comme jamais. C'est qu'en fait, les Ukrainiens sont sur une ligne, c'est très compliqué, d'autant que le terrain commande. Et le terrain Donetsk, etc., ce sont des points où, après, ça descend en direction du Dniepr. Donc en fait, il n'y a pas de position après Kramatorsk, après Potrovsk, etc., il n'y a plus grand-chose. Donc c'est le Dniepr. Et quelque part, c'est peut-être ça, l'objectif final des Russes, c'est de s'adosser sur le Dniepr. Donc c'est la géographie commande, c'est toujours la même chose. Vous l'avez toujours dit. Hein. Et oui, mais c'est pas moi, c'est Napoléon qui le dit. Bon, je répète un peu bêtement ce qu'il a déjà dit. Bon, alors oui, d'accord, bêtement. Vous répétez bêtement, mais on l'a bien retenu en tout cas. J'assène, mais en même temps, il y a une vraie logique derrière tout ça. Et voilà, on verra alors encore une fois, c'est pas fait. Hein. La guerre, c'est toujours... Là, c'est juste une percée. A priori, ce serait une percée, à en croire les Russes. Double percée. Oui, Dniepro, et puis dans le nord, faire soumis. Visiblement, ils avancent progressivement. Donc en fait, il se passe des choses. Toujours la même chose pour les Ukrainiens. C'est la balance des forces. Soit ça pousse davantage. Parce que, en fait, comme il vient de le dire, si les Russes poussent à deux endroits différents, c'est
compliqué pour les Ukrainiens parce que déjà il faut savoir que les Ukrainiens n'ont pas d'effectifs, donc ils ne pourront pas défendre sur plusieurs fronts. S'ils attaquent vers Sumy et qu'ils attaquent encore un peu sur le front de Kherson, là, comme vous le voyez ici les amis, sur Kherson ici, et Dnipro aussi qui va être pris. Donc ça va être là, les Russes vont rentrer par Kherson, Dnipro va être pris, et par Sumy. Donc s'ils rentrent par Sumy et qu'ils contournent là, c'est mort pour les Ukrainiens, je vous le dis. Dans le centre, donc ils vont essayer de désengager des forces du Nord pour les mettre dans le centre, soit ils sont... Donc en fait, ils vont essayer de... Et ça, celui qui mène l'offensive, c'est toujours celui qui a l'initiative et l'allant, donc c'est lui qui gagne. Je veux dire que celui qui est en défensive est toujours en train de gérer quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Et là, ce sont les Russes. Regardez ce que dit The Economist aujourd'hui, le but de cette offensive serait de briser l'Ukraine. Oui, parce qu'en fait, c'est exactement ce que redoute l'Ukraine depuis le début. C'est-à-dire que ces fameuses lignes de défense qui sont quand même extrêmement dures et qui ont montré leur efficacité, soient enfoncées. Et c'est vrai que là, quand on regarde la carte, on voit bien que à Pokrovsk, ça fait quand même des mois et des mois que les Russes essayent de grignoter et finalement y arrivent. Hein, mais tout ça est très lent. Et en fait, ils sont en train de... Tout ça est très lent, mais cette femme-là, elle m'énerve. Dis-moi, quelle armée aujourd'hui est capable de faire ce que les Russes sont en train de faire aujourd'hui? Il faut me le dire. Je ne parle pas d'OTAN. L'OTAN, je ne parle pas d'OTAN. Je dis quelle armée, c'est-à-dire quel pays peut faire ce que les Russes sont en train de faire. Le trône là, grignote. Déjà, ferme ta grande gueule, déjà. Pour venir sur le plateau, t'as été obligé de venir en transport, voire en taxi, là. Tu racontes quoi, là? Ils sont en train de grignoter. Toi, sur le front, tu vas même pas tenir 2 heures. Tu n'auras même pas soulevé 15 kilos, déjà. Contourner et de pousser davantage à l'ouest de la ville pour essayer justement de briser ces lignes de défense ukrainiennes. Et pour aller dans le sens du colonel, il y a eu d'après l'agence TASS, vous savez, le point presse de Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, à la mi-journée. Et ce que Peskov dit, c'est que cette offensive dans cette oblast de Dnipropetrovsk, il y a un objectif. On l'écoute ? Alors allons-y, on y revient après. Allez, on écoute Dmitri Peskov. L'avancée des forces armées russes dans la région de Dnipropetrovsk s'inscrit-elle dans le cadre de la création d'une zone tampon évoquée précédemment par le président russe Vladimir Poutine ? Sans aucun doute, cela en fait partie. Si nous parlons des nuances des activités de combat, nous devons adresser vos questions au ministère de la Défense. Voilà, l'objectif, c'est installer cette fameuse zone tampon. Alors, c'est très intéressant qu'il parle de zone tampon parce que jusqu'à présent, les Russes nous parlaient de zone tampon justement pour le nord, pour cette région de Sumy qui longe donc la frontière russe. Donc, on nous parlait d'une zone tampon au nord. Et là, en fait, ce qu'il laisse entendre, c'est que finalement, c'est presque tout l'est de l'Ukraine qui va être la zone tampon. Parce que si on va jusqu'à Dnipro, qui est cette grande ville qui est un peu le Toulouse de l'Ukraine, le grand centre aéronautique, si vraiment l'objectif c'est de pousser jusque-là, c'est plus se contenter des oblasts que l'on voit en rose. C'est-à-dire que vraiment, il y a une volonté d'enfoncer les lignes et d'aller vers une conquête bien plus large. Et le fait de parler de zone tampon, pas seulement sur une bande frontalière de quelques dizaines de kilomètres, mais d'aller jusqu'au Dniepr, alors là, ça, quand même, ça change la perspective. Ouais, Vincent Crouzet. Moi, je dirais... Donc, alors, ce qui est bien maintenant pour l'Ukraine, c'est soit maintenant l'Ukraine négocie la capitulation tant attendue par les Russes, soit ils le font maintenant, soit c'est terminé. Parce qu'en fait, si les Russes avancent jusqu'à Dnipro, en fait, c'est quasiment 50% de l'Ukraine qui sera finito. Donc, soit l'Ukraine accepte, baisse le froc et signe le mémorandum envoyé par les Russes, et on s'arrête là, ou il résiste et le pays sera bouffé entièrement par les Russes. Alors là, Zelensky, au moins il a le choix. Prudence. Mais c'est vrai que non, mais toutes les informations, pardon Magali, mais proviennent de la Russie. Oui, de la Russie, de la propagande russe. Donc, mais pour l'instant, les Ukrainiens n'ont aucun intérêt à communiquer parce que là, ça leur est très défavorable. Et effectivement, ça pourrait être un tournant. Donc ça peut être embarrassant. Généralement, depuis 3 ans, les Ukrainiens communiquent de manière assez transparente sur les offensives russes, notamment pour réclamer des moyens de la part. Donc, en fait, bref, les amis,
Lui, c'est un propagandiste très clairement. Il raconte, tu sais même pas ce qu'il raconte en fait. Il dit que les Ukrainiens sont transparents depuis le début de cette guerre. Mais mec, t'as pas honte de dire ça. Les Ukrainiens n'arrêtent pas de mentir depuis le début de cette guerre. À chaque attaque russe, ils ont tué des civils. Ils ont tué des civils. Pourtant, les Russes font exactement ce que les Russes font. C'est-à-dire, ils détruisent des sites militaires. Mais derrière, si vous, les Ukrainiens, vous allez détruire des sites civils comme ils l'ont fait, obligé, vous allez avoir le retour du bâton. De leurs alliés. Donc ils ont rarement caché les difficultés qu'ils rencontraient sur le terrain. Je trouvais ça d'ailleurs assez particulier de la part des forces armées ukrainiennes. Maintenant, ça reste tout de même du grignotage, on ne peut pas parler d'offensive. Pour reprendre le chiffre que donnait Laura tout à l'heure de 240 km², un terrain de football faisant 7 km², ça fait 33 terrains de football. Ouais. Je sais que ce sont des chiffres qui vont être remis en cause immédiatement sur les réseaux sociaux. Donc en fait, il est en train de dire en fait ce que les Russes font, c'est clairement de la merde. Voilà. Encore un vieux schnock qui vient raconter de la merde. Sachant que c'est des gens qui sont assis sur le plateau, tu leur donnes un poids de 50 kilos dans chaque main. Vous faites une avancée sur 500-700 mètres, ils vont se chier dessus, clairement. Ils sont là à ouvrir leur grande queue. C'est du grignotage. C'est du grignotage. Mais vous qui êtes assis sur ce putain de plateau-là, si c'est du grignotage, allez défendre les Ukrainiens. Allez sur le front. Au lieu d'ouvrir votre grande queue en disant c'est du grignotage, n'importe quoi. Sociaux, mon mode non, mais de c'est calcul, pour mettre un peu effectivement en perspective ces chiffres. Ouais, tout de même, c'est pas énorme, c'est pas considérable. Ouais. Pour l'instant, on peut dire quand même que généralement... En fait, vous savez ce qui est drôle, c'est que même si demain les Russes avalent toute l'Ukraine jusqu'à Kiev, ils vont dire c'est du grignotage, c'est du grignotage. Voilà ce que ça veut dire. Qu'est du grignotage. Depuis le début de cette guerre, ils disent que ça. Les Russes, même s'ils font des avancées, incroyables, ils vont dire que c'est du grignotage. C'est juste indécent. Les Ukrainiens tiennent bien le front. Ce qui est peut-être plus préoccupant, c'est la situation au nord de Soumy, parce que là, on est vraiment à grande proximité de centres urbains. Rappelons que Dnipro, la ville de Dnipro est sur la rive gauche du Dniepr. Et donc elle sera très difficile à prendre s'il y a une offensive dans cet axe. Alors si on prend juste un peu de recul, colonel, expliquez-nous... Rive droite, pardon. Oui, sur la carte rive droite. Pourquoi l'Ukraine, dans l'année 2022, la première année de la guerre, alors on se souvient, si on garde cette carte-là, les Russes avaient fait des percées au nord. Il y avait des percées dans le nord-est, il y avait des percées dans le sud, il y avait des percées dans l'est. Et pendant toute l'année 2022, les Ukrainiens étaient parvenus à repousser les Russes. Et pour les cantonner dans toutes ces régions de l'est. Pourquoi aujourd'hui les Ukrainiens n'y arrivent plus? Parce que les conditions ne sont pas du tout les mêmes. Non. C'est pas la réponse qu'il faut donner. Et surtout, c'est pas la réponse que les gens ils attendent. Pourquoi ils n'arrivent plus? Parce qu'au début de cette guerre, comme elle a dit, ils avaient beaucoup plus d'hommes qu'aujourd'hui. Et toutes ces personnes se font buter, morts. Voilà. Pourquoi? C'est ça la raison. Parce qu'ils n'ont plus d'hommes, ils n'ont plus d'effectifs. Comme vous le voyez, ils sont en train de mener des attaques avec des drones. Ils sont cachés. Parce qu'ils n'ont plus d'effectifs. L'effectif qui leur reste, c'est des pilotes de drones. Ils vont pas s'amuser à sortir leurs pilotes de drone, à les mettre sur les terrains parce qu'eux aussi vont se faire buter. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Rien, les Russes vont avancer sur des terrains plats. Il n'y aura plus de barrières pour stopper les Russes. C'est comme ça qu'il faut dire les choses. Cet imbécile et regardez ce qu'il va dire. Il va trouver une magouille à raconter. Pourquoi les Russes avancent? Parce que ils n'ont plus le temps, les Ukrainiens. C'est aussi simple que ça. Pourquoi ne pas dire la vérité au monde entier? Pourquoi ne pas dire la vérité tout court? Faut arrêter de prendre les uns pour des imbéciles à un moment donné. Ça y est, il y en a marre. Complètement différent. Pourquoi? Parce qu'en fait, en 2022, quand les Russes sont rentrés en Ukraine, l'armée russe était en une situation catastrophique. Enfin, il n'y avait pas de manœuvre, un commandement complètement aléatoire. En fait, c'est une bande de sous. Voilà ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il allait raconter de la merde. Mais voilà ce qu'il est en train de raconter. C'est de la merde. Voilà. Les Russes, non mais sincèrement, comment tu peux dire qu'ils étaient mal organisés, ceci, c'est qu'ils sont en train de donner une raclée à l'OTAN. Je ne dirais pas les Ukrainiens, je dis l'OTAN.
Soudar. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est toutes les exactions qui est autour de Kiev, à Boutcha, etc. Ben, c'est ça, en fait, ils n'étaient pas commandés, c'était n'importe quoi. Donc en fait, entre février 2022 et novembre 2022, avec le départ de Kherson et le départ de Kharkiv, donc pendant 6 mois, ils n'ont fait que reculer. À partir de là, ils ont changé. C'est qu'ils se sont mis en défensive et ils ont bloqué le système. Pour toute une série de raisons, ils sont installés. L'erreur de fond, donc c'est la fin de cette première époque, c'est que les Ukrainiens ont lancé la fameuse contre-offensive. Et là, ils se sont heurtés à un mur et c'était trop tard, mal fait, mal goupillé. Autant ils ont été bons pendant les 8 premiers mois, jusqu'au mois de novembre, autant c'était catastrophique. En fait, ils ont reproduit à peu près les mêmes erreurs tactiques que les Russes 6 mois avant. C'est-à-dire qu'ils étaient étalés sur le terrain, ils n'étaient pas concentrés, c'était mal commandé. En fait, ils pensaient qu'ils allaient gagner facile. Et là, face à eux, ils ont eu l'armée russe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la bataille de Bakhmout, rappelons-nous. Et c'est le moment où, en fait, où Wagner a créé un abcès de fixation. Et la deuxième erreur majeure des Ukrainiens. Et maintenant, voilà, cette vidéo, vous savez ce que je suis en train de penser, les amis? Je pense qu'en fait, l'équipe de Wagner qui est partie du Mali, qui a mis fin à leur opération au Mali, moi je pense que cette équipe va aller sur le terrain, je suis sûr et certain, en Ukraine. Je suis sûr et certain. Et si ça venait à être le cas, il faut rappeler que l'équipe Wagner est une équipe bien entraînée, qui savent ce qu'ils font. Donc si cette équipe va sur le terrain, les amis, ça sera la fin pour les Ukrainiens, je vous le dis d'avance. C'est d'avoir voulu reprendre cette localité qui n'avait aucun intérêt. Et en fait, ils ont usé des forces uniquement parce qu'ils pensaient que les Russes étaient nuls. Ils l'étaient. Le problème, ils ne l'étaient plus à ce moment-là. Et ils ont perdu un temps fou. Rappelons-nous, la bataille dure 6 mois. Les Russes sont nuls. Les Russes sont nuls. Il a osé dire la bêtise. Les Russes sont nuls. Les Russes sont nuls. Mais les Russes sont en train de faire une guerre qui dure maintenant 3 ans. Face à l'OTAN. Je le répète, l'OTAN. Pas l'Ukraine, l'OTAN, mais sur le sol ukrainien. Et on a 32 pays minimum derrière l'Ukraine, qui est l'OTAN, derrière qui s'élargit un peu plus que l'OTAN. Donc, c'est ce mec qui dit, en fait, c'est juste, il est en train de dénigrer les Russes. C'est aussi simple que ça. C'est mai 2023. Et à partir de mai 2023, en fait, Wagner réussit à donner du temps à l'armée russe qui s'installe. Et après, en juin 2023, les Ukrainiens se lancent dans leur contre-offensive. Et qu'est-ce qui se passe? Tout le matériel qu'ils avaient reçu, les chars Léopard, les trucs, etc., a été consommé sur des lignes de défense. Et là, c'est là qu'on voit qu'ils ne savent pas manœuvrer, parce qu'en fait, les deux, c'est la même école, hein, c'est l'école soviétique. Donc les deux, on avance comme des brutes, etc. Les Ukrainiens, un peu moins que les Russes quand même. Enfin, ils ont usé leur système. Et malheureusement pour eux, la politique s'est mise au milieu de tout ça. C'est que jusqu'à présent, ils pouvaient demander aux États-Unis, donc à Biden, de livrer du matériel, ce qui a été fait jusqu'à il y a quelques mois, mais c'est terminé. Donc le système s'est arrêté de lui-même. Et eux, ils sont restés sur un modèle. On peut consommer, au lieu d'économiser, de consommer. Non, ils sont restés sur le même modèle. Et malheureusement, je pense qu'ils ont cru les Européens. Mais les Européens ne sont pas capables, à l'heure où on parle, de pourvoir, en fait, à la déficience des États-Unis. Donc on verra dans les semaines qui viennent ce qui va arriver. Mais c'est vrai que le drame, il est là. C'est qu'encore une fois, le courage des Ukrainiens n'est pas en cause. Ils ont un problème de matériel. Ils ont affaire à l'armée russe. 40% du budget de ce pays est consacré aux questions de défense. Et ça n'arrive. Attends, maintenant ça a changé parce que vous dites que comme quoi, ouais, les Russes ont le PIB de l'Espagne. Donc maintenant, soit il faut savoir ce que vous dites, soit vous racontez de la merde. Si les Russes ont un budget, enfin un PIB équivalent à celui de l'Espagne, comment ça se fait qu'ils arrivent à avoir autant d'armement? Non mais il faut qu'ils m'expliquent. En fait, ces gens leur racontent de la merde. C'est aussi simple que ça, les amis. Il ne faut pas se fier à ces médias-là. Rien à voir avec l'Ukraine, donc on est dans 2 mondes différents. D'autant que la Russie est aidée par la Chine derrière. On rentre dans le vrai jeu là, on arrête les bidouilles, des grignotages, etc. Donc faut pas qu'on croie tout ça. Et rappelons-nous de Dniepro, qui est un point très important, mais le premier Oreshnik a été tiré en novembre 2024, a été tiré sur Dniepro. Et c'est un point central, parce que quand on regarde une carte, encore une fois, la géographie commande, on voit que le Dniepro, c'est ce qu'on appelle la poignée d'éventail. Si vous prenez Dniepro, vous allez à peu près où vous voulez. C'est le cœur du sujet. C'est pour ça que les Russes, il faut quand même s'en méfier quand même. Bon, voilà, c'est que ces gens, ils avaient à dire, encore une nouvelle fois. Partir en Ukraine. C'est des bêtises et des bêtises et des bêtises. Voilà tout ce qu'ils avaient à dire. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, les gars, n'hésitez pas à me faire savoir, à liker, à partager massivement.
Allez, et à vous abonner aussi. À la prochaine.